Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous avons souhaité consacrer à un aspect essentiel de la pratique de la méditation, la respiration. C'est celle-ci qui permet entre autres de développer la concentration et l'attention. Alors de quelle manière l'utiliser pour entraîner notre esprit? Quelles qualités cela permet-il de cultiver? Comment prolonger cette pratique dans notre vie quotidienne? Je vous propose de retrouver pour en parler notre invitée, Thanissaro Bhikkhu. Thanissaro Bhikkhu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un moine bouddhiste, je le disais, américain de la tradition thaï de la forêt. Après avoir obtenu un diplôme en histoire intellectuelle européenne en 1971, vous êtes parti en Thaïlande, où vous avez étudié la méditation sous la direction d'Ajahn Fuang. Vous y avez reçu l'ordination en 1976. En 1991, vous êtes retourné aux États-Unis, à San Diego plus précisément, où vous avez fondé le Metta Forest Monastery avec Ajahn Suvat Suvako. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, vous avez écrit un livre intitulé « Avec chaque respiration ». Il est distribué par le centre bouddhiste Le Refuge. Pourquoi avoir choisi ce thème ? C'est un thème de méditation que je trouve extrêmement utile et donc justement lorsque j'étudiais avec mon maître Ajahn Fuang, eh bien la principale méditation était comment utiliser la respiration en lien avec les énergies du corps de façon à stabiliser la concentration plutôt que de juste observer la respiration dans les narines et ainsi de sentir comment la respiration peut demeurer en un lieu confortable et de sentir le flux de la respiration dans tout le corps pour stabiliser l'esprit. J'ai traduit ce thème et traduit des livres aussi et lorsque je l'ai transmis à mes étudiants occidentaux, ils ont trouvé que ça n'était pas très facile à comprendre. Donc c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un livre sur ce thème. Alors, quelles sont les différentes techniques que vous y exposez ? La première technique concerne à avoir une respiration confortable avec donc un souffle long et profond. Et si cette respiration profonde et longue est inconfortable, alors vous pouvez changer le rythme, qu'elle soit courte, longue, profonde ou légère, ou quelle qu'elle soit. Une fois que vous avez trouvé un mode confortable avec votre respiration et que vous pouvez la sentir dans tout votre corps, donc vous pouvez ensuite investiguer chaque section du corps pour familiariser avec l'énergie de la respiration dans toutes les parties du corps. Car le souffle dans la langue thaï ne concerne pas seulement donc l'air qui traverse les narines, mais le flux énergétique à travers tout le corps et de sentir ce flux énergétique qui circule sans obstacle. Donc en le sentant s'écouler jusqu'aux extrémités des doigts et des orteils, en ayant un ressenti large et en même temps une conscience focalisée. Car si vous avez une concentration sur un seul point, eh bien, lorsque vous bougez de ce point, votre concentration est perdue. Mais si vous envisagez la concentration comme un écran sur une fenêtre, alors si le vent se présente, eh bien, l'écran ne va pas bouger de la même façon, donc l'esprit va rester stable. Et c'est le type de concentration que l'on peut maintenir dans toute posture, que l'on soit debout, assis, allongé, en train de marcher dans la ville, d'échanger avec d'autres personnes. Nous pouvons ainsi maintenir la même concentration avec aussi un ressenti de bien-être. Alors on imagine que les bénéfices ne sont pas uniquement corporels, mais qu'il y a aussi des qualités qui peuvent être développées grâce à cette attitude. Lesquelles ? Ce qui est important à développer pour qui que ce soit qui pratique ce chemin de responsabilité, ce serait la sagesse, la compassion et la pureté. La pureté étant la capacité d'éviter des actions qui vont nuire. Donc ce sont les trois qualités principales que l'on essaye de développer lorsque l'esprit a une fondation solide comme cela. Elle a une tentation donc de ne plus aller se nourrir de tout ce qui passe à l'extérieur. Et alors on peut de la sorte éviter de s'engager dans des actions erronées qui peuvent être nuisibles non seulement pour soi mais pour les autres. Et c'est ainsi que l'on développe la faculté de sagesse, de compassion, de pureté en donnant à l'esprit un meilleur lieu où s'établir et où se nourrir. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire, il y a de nombreux obstacles. Quels sont les principaux selon vous ?
Lorsqu'on est dans l'assise, il y a 3 obstacles principaux qui sont donc la douleur, la torpeur et les pensées de distraction, la distraction. Donc il est bon de donner à l'esprit un sentiment de confort et un lieu où se focaliser, où il peut être à l'aise et s'établir quand il est discret. Lorsqu'on est confronté à la torpeur, alors on peut respirer plus profondément, sentir le poids du corps, sentir comment la conscience commence à petit se rétrécir jusqu'à disparaître. Et donc, le fait de maintenir la conscience sur le corps, sur la conscience globale du corps, permet de rester plus éveillé. Et lorsqu'il y a douleur, alors il est bon de montrer, de poser l'attention sur une autre partie du corps où il n'y a pas de douleur, où on ne se sent pas menacé, et donc ainsi de respirer jusque dans la zone de douleur. Ainsi, toutes les tensions qui se trouvent au niveau de la douleur, autour de la douleur, pourront progressivement disparaître et se dissoudre. Et comment peut-on gérer les émotions perturbatrices qui sont souvent des obstacles également à la méditation ? Dans ce cas, il est bon de penser que l'esprit n'est pas seulement une entité remplie d'une seule émotion, mais qu'il y a tout un comité, tout un conseil d'administration de l'esprit. Mais très souvent, eh bien, il y a une partie de l'esprit qui veut méditer, tandis qu'une autre partie, d'autres administrateurs de l'esprit, veulent aller manger une pizza ou faire autre chose. Donc, il va falloir qu'il y ait une négociation entre ces différentes parties de l'esprit. Et lorsque les émotions perturbatrices s'élèvent, alors de voir qu'une partie de ce comité qui ont cette demande déraisonnable, mais en même temps de se dire qu'il y a aussi d'autres administrateurs qui aussi peuvent dire, eh bien, ne t'inquiète pas du futur, nous ne savons pas ce qui va se passer, mais tu sais que lorsque tu es face à quelque chose de difficile, tu peux toujours développer des qualités d'alerte, une attitude d'alerte, une certaine ardeur et de concentration et de compassion. Et donc, ainsi, une partie de l'esprit devient un instructeur pour une autre partie de l'esprit et on entraîne ainsi dans la méditation ces différentes parties de l'esprit de façon à être plus avisées. Alors, lorsque l'on dit, et on lit souvent ça, qu'il faut entraîner notre esprit, est-ce que ça rejoint ce que vous venez de nous dire ou est-ce que c'est encore autre chose ? C'est exactement cela, en fait. Dans l'entraînement de l'esprit, il est nécessaire de développer la pleine confiance que très souvent nous ne comprenons pas bien en Occident, alors qu'il est plus question d'une faculté de mémoire où il faut se souvenir des instructions de ce qui est sage, de ce que vous avez pu apprendre dans le passé face à des situations difficiles. Donc, se posant sur la respiration et en maintenant à l'esprit la respiration, eh bien, on va pouvoir renforcer aussi des capacités de l'esprit pour sentir quoi utiliser dans l'instant présent. Et puis la deuxième qualité, c'est cette attitude d'alerte en voyant donc les résultats de ce qui se passe dans l'instant présent. Donc en se concentrant aussi sur la respiration, eh bien, nous montre que la façon dont nous allons réagir à l'instant présent va non seulement influencer le présent, mais aussi le futur. Donc ça nous ramène dans l'instant présent plutôt que de laisser l'imagination divaguer dans le passé ou le futur. Et puis la troisième qualité, c'est la qualité d'ardeur, d'y mettre tout son cœur, dans ce que nous sommes en train de faire et la méditation dans laquelle nous sommes engagés. Et alors nous amenons cette attitude ensuite sur l'ensemble de notre vie. Par exemple, lorsque nous échangeons avec d'autres personnes, eh bien nous ne sommes pas seulement préoccupés de dire ce que nous avons envie de dire, mais nous essayons de sentir ce qui serait le plus avisé de dire et qui pourrait avoir le meilleur effet sur l'instant présent et sur le futur. Donc, on développe ainsi ces trois qualités de pleine conscience, cette attitude d'alerte et d'ardeur. Et à partir de la méditation, nous pouvons ensuite l'introduire dans l'ensemble de notre vie. Alors, il y a un aspect aussi très pratique qui m'a frappé dans votre livre, c'est la question des positions. Vous insistez beaucoup sur le fait que l'on n'est pas obligé d'être assis pour méditer, mais qu'on peut aussi méditer debout, en marchant, et que c'est vraiment important de le faire dans n'importe quel contexte, en fait.
Oui, c'est important parce que ce qui se manifeste dans l'esprit se manifeste pas seulement quand vous êtes assis, mais aussi lorsque vous êtes allongé, debout, en marchant ou en train d'échanger avec d'autres personnes. Et donc, il est important d'amener cette habileté dans d'autres postures. Donc, d'amener d'abord l'esprit à un état de concentration dans la posture assise et puis ensuite à maintenir ce centrage tandis que vous traversez la pièce doucement. Et puis ensuite, vous entraînez à marcher à un rythme de plus en plus normal en maintenant la stabilité dans votre esprit, en vous sentant en sécurité et donc en sentant toutes les énergies qui circulent dans votre corps tandis que vous marchez. Et puis de même, vous amenez cela dans de plus en plus d'activités de votre vie, car l'esprit a des problèmes qui peuvent se manifester à n'importe quel moment et donc il est bon d'avoir des outils prêts à n'importe quel moment plutôt que d'attendre d'avoir à retourner chez vous sur votre coussin dans votre posture de méditation pour pouvoir les gérer. Et donc, selon vous, il n'y a aucune difficulté à maintenir cet état, à prolonger cette pratique dans la vie quotidienne, quelle que soit la situation alors? Non, il ne devrait pas y avoir de difficulté à maintenir cela, car on voit que la façon de maintenir son centrage, eh bien, très souvent, les obstacles ne viennent pas de l'extérieur, mais viennent de l'intérieur. Et donc, c'est pourquoi il nous faut gérer la façon dont nous parlons, dont nous rentrons en relation avec les autres, et c'est là où les préceptes sont un aspect très important de la pratique, car si vous commencez à faire des choses qui sont erronées, eh bien, si vous ne faites pas attention à ce que vous avez fait et que vous essayez de le bloquer, eh bien, ça devient une habitude et cela va vraiment être un obstacle pour votre méditation et ce sera difficile de développer la pleine conscience. Donc, le fait d'amener la méditation dans votre vie fait aussi que vous allez petit à petit développer une attitude de vertu, de frugalité qui fait que vous allez vous contenter de ce que vous avez sans chercher à toujours vous nourrir d'objets extérieurs, ce qui va en fait distraire l'esprit de son centre. Alors, dans votre livre, il y a 2 chapitres qui sont consacrés également à la préparation de la méditation, mais aussi comment quitter la méditation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Mon maître a dit un jour que lorsque c'est un petit peu, la méditation, c'est un petit peu comme de monter sur une échelle jusqu'au sommet de la maison et donc ils vont monter très doucement. Donc il est important, une fois que l'on a une certaine stabilité, de clarté, de demander, eh bien, où est votre focalisation? Et donc d'établir certaines étapes que l'on va pouvoir recréer à chaque fois que l'on médite. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir dédier tous les mérites à tous les êtres de façon à ce que, à chaque fois que vous guidez votre méditation, vous avez cette bonne volonté et ce désir de vouloir partager ce bien-être avec d'autres êtres. Et puis enfin, vous essayez de vous rappeler que, tout en ayant les yeux ouverts sur le monde extérieur, vous essayez de demeurer centré à l'intérieur. Vous n'avez pas à quitter ce centre et donc la prochaine fois que vous allez méditer, vous n'aurez pas à rassembler tous ces aspects et à rassembler votre concentration, mais vous pourrez juste la retrouver facilement. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci. Et si vous souhaitez approfondir le thème de cette émission, voici quelques livres que nous vous proposons. De notre invitée Thanisa Roubicou, Avec chaque respiration, distribué par le Centre bouddhiste Le Refuge. Un lieu qui, je le rappelle, reçoit de manière régulière de grands maîtres de l'école de la tradition de la forêt lors de week-ends ou retraites. Ce guide de méditation sur la respiration fait appel à l'ensemble des instructions du Bouddha sur la façon de l'utiliser pour entraîner l'esprit. Je signale que vous pourrez retrouver par ailleurs la transcription et la traduction des enseignements de notre invité dans 3 livrets également distribués par le Centre bouddhiste Le Refuge. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.